Alors, on va embrayer sur ce débat patrimonial. On fait toujours un débat patrimonial au Salon des séries. Et eh bien, aujourd'hui, comme vous avez pu le constater, le presbytère n'a rien perdu de son charme, ni le jardin de son éclat. Nous allons parler de Joséphin, dit Rouletabille. On va voir un petit peu d'où il est venu, avec l'aspect littéraire et les diverses adaptations. Nous l'avons ici même, puisque nous avons Philippe Auguste, qui l'a interprété en 66, c'est ça? Vous êtes le comédien qui l'a interprété le plus longtemps à l'écran. Donc on est très content d'avoir Rouletabille. On va parler aussi, comme je l'ai dit, de l'aspect historique avec Isabelle Casta, qui est professeure de littérature en Université d'Artois et qui a fait sa thèse sur Gaston Leroux. Et puis nous allons parler des documents cinématographiques et puis de la version, la première version cinématographique. C'est pas la première. C'est pas la première? Il y a eu... Parce que les dates sont proches finalement. Non, il y a eu 1913 et il y a Maurice Cotinard. Je ne l'ai pas vu. Donc la première version en tout cas sonore, et un des premiers films sonores avec Brigitte Berg, des documents cinématographiques. Alors, la tradition au Salon des séries, c'est bien sûr d'applaudir les invités à la fin du débat, mais aussi en début pour les remercier d'être venus participer à ce débat. Alors, on va commencer un petit peu chronologiquement. On va essayer de voir qui est Gaston Leroux, quelle est la place de Rouletabille dans son œuvre, et un petit peu situer ce personnage de Rouletabille dans la grande famille de la littérature populaire, des héros de la littérature populaire. Bon, très bien. Très bien. Alors, comme je le dis souvent en plagiant mon ami Alain Fuselier, Leroux, c'est un enfant de mai 68, puisqu'il est effectivement né en 68, mais en 1868. Et c'est quelqu'un qui, si vous voulez, qui a beaucoup de bonnes fées autour de lui. Son papa répare le château d'Eu. Enfin, il y a beaucoup de choses qu'on va retrouver d'ailleurs littéralement dans le Partenat d'un moment. Donc il y a beaucoup de choses excellentes, mais il y a aussi quelques démons qui sont là très très vite présents, et en particulier les démons du jeu, J-E-U. Ce démon qu'il exorcisera tout à la fin de sa vie dans un roman qui s'appelle Mr. Flow. Flow qui veut dire à la fois peut-être flou, et aussi ce flot torrentiel de l'écriture et de la création qui caractérise justement l'œuvre lerouxienne, que je mets très haut, très très haut, chez, disons, dans nos grands fantastiqueurs français. Il n'y en a pas tant. Je le mets vraiment juste après Dumas, peut-être, il se mettait après Dumas, et certainement pas loin d'Hoffmann, hein, le maître en la matière, le maître allemand en la matière. Donc c'est quelqu'un qui, comme vous le savez, fut journaliste, bien sûr. Il se disputait avec Bruno Varia, les vitres tremblaient. Bruno Varia était une créature assez, comment on dirait aujourd'hui, à la fois colérique, psychorigide, et puis pas toujours très sympathique, mais passant. Et donc il se disputait beaucoup, au point qu'un jour Leroux lui a dit le mot de Cambronne. Voilà, parce qu'il voulait l'envoyer sur un reportage alors que Leroux venait à peine de rentrer la veille au soir. Et c'est ce qui a décidé, si on peut dire, d'entrer en littérature de Gaston Leroux, puisque juste après, eh bien, il commence à publier en feuilleton, parce que c'est un feuilletoniste, hein, donc avec toute la pratique sérielle, comme on dira plus tard derrière, et il commence à publier ce Mystère de la Chambre jaune. Ça n'est pas d'ailleurs son premier roman, le premier c'est, avec deux versions d'ailleurs, Le chasseur de trésors du matin, qui ressortira, si vous voulez, en édition, sous le titre de La double vie de Théophraste Longuet, donc un roman fantastique, vraiment très très étonnant. Le fantôme de Cartouche revient hanter un paisible contemporain. Enfin, c'est tout à fait particulier. Et alors,
Rouletabille vin, hein, si je puis dire. Et ce Rouletabille qui d'ailleurs, comme beaucoup le savent ici, s'appelait d'abord Boîte à billes. Et puis c'était le nom de plume d'un collègue de Leroux qui l'a très mal pris, d'où ce Rouletabille sur lequel bien sûr des critiques très avisées ont fait 1000 remarques freudiennes, je dirais, ou tout simplement de psychocritique, en disant que Rouletabille c'est l'anagramme en partie de Leroux habile, mais c'est aussi bien sûr, comme il s'appelle Joseph, c'est aussi le nom de celui qui lui a servi de, si vous voulez, de start, c'est-à-dire Joseph Stangerson chez Conan Doyle. Joseph, c'est le nom de Rouletabille, mais c'est aussi Stangerson. Il a donné aussi son nom à la fille et au grand-père, puisque c'est Mademoiselle Stangerson, fille de M. Stangerson. Donc il y a des liens littéraires très forts, avec, bien sûr, avec Edgar Poe, puisqu'il le dit, mais aussi avec Conan Doyle, qui est le maître. Hein, tout le monde veut l'imiter, tout le monde veut le dépasser. Et puis, Rouletabille, en fait, c'est quelqu'un, j'y pensais encore en venant, de très étrange, parce que, bien sûr, qu'il va vieillir au fur et à mesure des aventures, et ce dont on ne se rend pas immédiatement compte, c'est que lors de la toute dernière aventure, 1922, le fameux Rouletabille chez les Bohémiens, eh bien, il a presque 50 ans. Et je me dis, un Rouletabille de 50 ans, c'est tout à fait étonnant parce qu'à ce moment-là, il commence à se travestir. Vous vous souvenez certainement, si vous avez vu le feuilleton tiré du ciné-roman aussi, que Rouletabille se transforme en femme. C'est un peu vieux pour jouer les transformistes. Je me suis toujours dit, quelle étrange fin, parce que c'est vraiment la fin. Hein. Leroux, une fin, si vous voulez, voulue ou pas, je ne sais rien, parce que Leroux meurt assez brutalement, il est encore très jeune, il meurt en 27, hein, d'une crise du Rémy qui succède à une opération vraisemblablement dangereuse. Donc, et lorsqu'il meurt, il laisse derrière lui ces héros extraordinaires que sont bien sûr Chérémy, parce que c'est pas one shot, il n'a pas créé un seul récurrent comme tant d'écrivains se contentent de le faire. Il en a créé au moins 2 extraordinaires. Hein. Chérémy, et sans doute on se souvient d'Hervé Sand l'incarnant dans le fameux feuilleton avec Émile Faure, et cette chanson, vous savez, qui c'est qui a fait sauter le fourbi, c'est Chérémy. Bon. Et il laisse aussi derrière lui la créature extraordinaire qu'est le fantôme de l'opéra, et tant d'autres, la poupée sanglante, Bénédicte Masson. Enfin, autrement dit, Rouletabille, c'est peut-être le plus connu, c'est le plus adapté en tout cas, mais il est, si vous voulez, par interparesse. C'est-à-dire qu'il est un parmi tant, et c'est pour ça que Leroux est quand même le grand mal-aimé des lettres françaises. Je me bats pour qu'il soit un jour à l'agrégation, par exemple. Hein. Ce serait vraiment une victoire formidable, parce que c'est à ça que ça, en France, c'est à ça que ça se voit. Mais pour l'instant, il se contente d'être lu, d'être aimé, par les Américains plus que par les Français. Nous évoquions d'ailleurs l'extraordinaire Phantom of the Opera, hein, le musical qui depuis 25 ans remplit les salles partout, sauf en France, ce qui est à la fois peut-être explicable, mais en tout cas très regrettable. Et notre Rouletabille, lui, eh bien, a connu, j'évoquais rapidement, avec Podalides, disons une adaptation assez récente, adaptation sur laquelle d'ailleurs je n'ai aucun avis à donner, mais j'évoquais avec un peu de regret l'âge extrêmement supérieur à l'âge qu'ils ont dans la fiction des acteurs pris, et en particulier ma déception devant Mathilde Stangerson, incarnée par une actrice formidable qui est Sabine Azéma, et qui me semble pourtant un malentendu complet sur cette femme qu'on nous décrit comme divinement blonde, d'une santé adorable, d'un teint de lait, et on voit arriver Sabine Azéma. Donc on se dit pourquoi est-ce qu'il n'y a pas peut-être un peu plus de correspondance. Donc pour moi, peut-être le grand film, le vrai film, reste à faire. Notre Rouletabille, et M. Auguste me disait quel dommage qu'il n'y ait pas par exemple les noces de Rouletabille, les étranges noces ou le château noir refait peut-être aujourd'hui, avec tous les moyens qu'il y a, avec bien sûr toute cette interrogation sur son épouse Ivana. Vous savez qu'elle est bulgare, c'est une catastrophe après la Première Guerre mondiale, parce que les Bulgares se sont rangés du côté des forces centrales, comme disait, de l'Axe, donc c'était une catastrophe, donc il la tue. Enfin bon, Rouletabille est accusé, c'est pas lui. Enfin, donc, si vous voulez, il y a à la fois du public, du privé autour de ce jeune héros. Il résout des affaires privées
dans sa propre lignée, puisqu'il résout la tentative de viol-meurtre de sa mère par son père. Si on regarde bien, c'est pas tellement la tuer qu'il voulait, c'est la récupérer. Et puis aussi, on se tourne vers, dans Rouletabille à la guerre, bien sûr les conflits balkaniques, nous partons dans cette Europe centralo-balkanique que Leroux adapte en pensant d'ailleurs plus ou moins au Maroc, enfin c'est très complexe. Et nous retournons à la fin dans l'intime avec le crime de Rouletabille. Rouletabille assassinant peut-être son épouse, non bien entendu, c'est pas lui. Mais il se trouve que ça arrangeait bien Leroux quand même de supprimer une ancienne alliée des ennemis. Donc il y a tout cela. C'est peut-être qu'on peut déjà poser en introduction. Il a la particularité d'être le personnage central, alors que c'est un journaliste. C'était quand même assez rare dans la littérature populaire. Ce type de personnage. Il y a Fandor qui est le personnage qui n'est pas le personnage central dans Fantomas. Absolument, oui. C'était bon, on comprend que c'est aussi lié à Gaston Leroux lui-même. C'est Leroux lui-même, autrement dit. D'ailleurs, il s'appelle Rouletabille. Si vous regardez l'exergue même du parfum, du mystère de la chambre jaune, eh bien c'est dédié à Robert Charvet, à qui il dit, dont il fut le secrétaire pendant des années, toi qui présida au début du jeune Rouletabille, c'est-à-dire du jeune Gaston Leroux, c'est-à-dire lui qui est moi, moi qui est lui. Bon. Et vous avez cette scène tout à fait extraordinaire dans le parfum d'un amant noir, où Gaston Leroux rencontre Rouletabille. Alors c'est une scène évidemment qui aujourd'hui est beaucoup commentée, on aime beaucoup ce qu'on appelle en jargon les métalepses, c'est-à-dire quand l'auteur entre dans la fiction pour discuter avec son personnage. Et il lui paye d'ailleurs plus ou moins le voyage, puisque le petit Rouletabille plonge dans les eaux du port pour ramasser des oranges. C'est le petit pêcheur d'oranges. C'est tout à fait intéressant parce que Leroux avait écrit une nouvelle qui s'appelait Le petit marchand de pommes de terre frites. Donc il y a des appels, des correspondances. Alors là, c'est le bonheur, si vous voulez, pour les littéraires qui aiment beaucoup ce type d'études. C'est-à-dire qu'en fait, Leroux fait exactement comme son grand rival. Parce qu'il y a ça aussi, il y a Lupin qui est quand même pas loin, 1905. Il était sur les mêmes bancs d'école, je crois. Ah bah, si vous voulez, il lui succède quand même, et on peut se demander si... Alors, certains ont dit Larsan, Frédéric Larsan, c'est Larsen. Peut-être L' Arsène. Donc il y aurait peut-être effectivement un petit écho, ça ne me parle pas trop, mais enfin passons, parce qu'il y a beaucoup d'autres explications aussi autour de cela. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là vont naître des héros compensatoires, et je pense que Rouletabille, exactement comme Fantomas, exactement comme Arsène Lupin, ce sont des héros qui viennent réparer, si vous voulez, symboliquement la France perdante de la guerre de 70. On avait, c'est la grande idée d'Italo Calvino dans La Machine littérature qui dit ils n'ont pas perdu la guerre, donc on peut s'identifier à eux. On s'identifie évidemment à Arsène Lupin pour d'autres raisons. Autrement dit, ce sont des héros compensatoires. Donc modernes, puisque effectivement ils sont journalistes, reporters, ce qui est un métier qui va gagner en puissance, mais qui est encore en effet assez mineur. Ils sont modernes, ils sont audacieux, rien ne leur résiste, et donc ils viennent suturer, si on peut dire, la plaie qu'avait laissé à notre ego, en tout cas, la terrible défaite de 70. Et tout au long de la vie fictive de Rouletabille, il y a ce souci, puisque vous vous souvenez, il se transforme en espion pour aller effectivement affronter les forces allemandes, mais dans l'ombre, dans Rouletabille chez Krupp, qui est tout à fait, un roman tout à fait étonnant pour bien des raisons, mais surtout parce que c'est un de nos premiers grands romans d'espionnage. On voit vraiment se faufiler dans l'ombre formidable de l'empereur, qui apparaît dans beaucoup de romans français à l'époque. Rouletabille, avec quelques camarades relativement invraisemblables, mais tout inspiré de Paul Féval, Cocardas et Passepoil, là c'est Lacandeur et Vladimir, quelque chose comme ça. Et donc ils sont, c'est une petite troupe au service vraiment de la France, au cœur même de l'empire des Krupp. Bon, évidemment, puisque on va détourner la grosse Bertha, comme on disait, donc en fait italien, dans le roman de Paris. Rouletabille a sauvé Paris, mais j'ajouterais quand même que c'est au prix d'une scène que je trouve absolument épouvantable. Alors je ne sais pas si vous avez présent à l'esprit ce roman.
mais à un moment, il massacre, mais vraiment avec une violence absolument inouïe, une jeune femme qui se trouve d'ailleurs être effectivement une espionne déguisée en amie, mais la violence de ce crime me sidère encore. Ben, c'est tout à fait... Aujourd'hui, ça ne passerait plus du tout en littérature de jeunesse. Vous savez que nous avons une loi en 49, la loi du 16 juillet 49, qui interdit ce type de scène dans des ouvrages de littérature de jeunesse. Donc c'est vrai qu'au détour d'une page, il y a des explosions de violence tout à fait assez sidérantes quand même, ce qui me fait dire qu'il y a aussi des points d'ombre, des zones grises, on va dire, dans la suite, la série de Gaston Leroux, qui nous la rend d'ailleurs d'autant plus chère. Parce que ce n'est pas ce qui est immédiatement mis sur le devant. Et quand on relit, je faisais l'autre jour avec plaisir, quand on relit la toute première page du Mystère de la Chambre jaune, qui s'appelle « Où l'on commence à ne pas comprendre », eh bien je l'ai sous les yeux, mais bon, c'est extraordinaire comme accroche. C'est-à-dire que si on lit ligne à ligne et mot à mot, tout y est. Bien sûr, ça s'appelle le mystère, donc on commence à ne pas comprendre, c'est la moindre des choses. Et puis peu à peu, un mélange entre la réalité, les vrais reporters, les vrais reportages de Leroux, les personnages, l'assassin du petit Ménardo. Alors on dit mais qu'est-ce que c'est? Ben si, ça existait en effet. Bon. Donc vous avez ce mélange de la réalité fictionnée, si je puis dire, de la fiction toute lourde, toute poisseuse de réel, qui je pense a formidablement marché. Et c'est une des raisons, si vous voulez, qui font que Leroux, qui est quand même un grand héritier, aussi c'est l'héritier de Fortuné de Boisbobé, c'est l'héritier de Pierre Sacone, évidemment de Gaboriau. Évidemment de Gaboriau. Donc il y a quand même l'affaire Leroux, je sais pas loin, enfin, il y a des tas de choses formidables qui sont pas loin. Mais lui en appelle finalement à deux héritages et deux challenges. Edgar Poe, alors ça il le dit tout de suite, je vais faire mieux, je vais faire aussi bien, je vais faire mieux qu'Edgar Poe, double crime dans la mémoire, bien sûr. Et puis, bien sûr, Conan Doyle, Sherlock Holmes, dont il va réadapter la nouvelle qui s'appelle Le Ruban moucheté, qui, vous vous rappelez, c'est un serpent qui est venimeux, qui rentre commettre un crime et qui ressort par un trou minuscule. Évidemment, alors, on ne sait pas comment l'assassin est entré. Et il dit, moi, je vais encore plus fermer ma chambre jaune que Conan Doyle avait fermé sa pièce, puisque là, même une mouche ne pourrait ni entrer ni sortir, et il va effectivement tenir ce challenge extraordinaire. Il dira d'ailleurs plus tard, j'ai déplacé l'espace dans le temps, et je ne déflore pas, mais tout le monde sait très bien qu'il y a une astuce absolument formidable autour de ce mystère de la chambre jaune. Donc c'est cette roublardise, ce côté raptus, saltus, j'irai plus loin que toi, qui séduit beaucoup les lecteurs au début. Aussi, il s'est intéressé au cinéma, puisqu'il a été à la Société des ciné-romans. Il n'a pas eu la velléité de mettre Rouletabille en... Alors, il a fait des affaires un peu malheureuses. Alors, cette histoire des ciné-romans, il s'est beaucoup disputé avec René Navarre, il s'est beaucoup disputé avec la plupart des gens qui étaient autour de lui, et tout simplement pour des raisons d'argent, parce que, bon, je vous l'ai dit en début de petite prise de parole, mais Leroux c'est un joueur, et donc il a besoin tout le temps d'argent. Et ça, à la fin de sa vie, ça empoisonne un peu ses relations avec les gens, tant et si bien, on ne dit pas trop, parce que c'est vrai que c'est quand même de la petite histoire, mais lorsqu'il meurt, encore une fois prématurément, son épouse va devoir faire face à des billets d'ordre, comme on dit, des dettes de jeu assez faramineuses. Bon, ceci. Donc, l'histoire des ciné-romans sera finalement une étape, je dirais, un petit peu vite abandonnée, parce que coûteuse, et finalement ne rapportant pas peut-être autant de prestige et de gloire qu'il avait pu penser, et donc de rentrer. Alors heureusement, il a le plaisir de voir Rupert Julian, alors que vous connaissez le grand cinéaste américain de l'époque, adapter de son vivant Leroux bien sûr, le fantôme de l'opéra, qui est un très grand succès et qui effectivement rapporte là, parce que Leroux est extasié dans la somme d'argent d'ailleurs qu'on avait utilisée et qu'on lui donne. Donc il y a là quelque chose, mais si vous voulez,
sur le fantôme de l'opéra qui séduit immédiatement les Américains et qui séduit immédiatement le studio Universal. Donc,